Vous n'êtes pas prêt pour ce que vous allez découvrir aujourd'hui en vidéo sur la chaîne. Une chaîne qui vous parle souvent de tests de télé. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une catégorie de produits qui vous a fait réagir néanmoins il y a 2 ans lors d'une certaine annonce de la part de Sony. Salut Antoine. Salut David. Bonjour, merci de prendre du temps pour nous revenir sur une petite présentation que vous nous avez fait, la division Sony Pro. Sony Pro. Ouais, je te laisse te présenter parce que toi, Antoine, tu as la lourde tâche de vendre des trucs comme ça sur un canal de distribution un petit peu particulier. C'est des produits d'exception. Donc, je m'appelle Antoine Legal, je suis responsable commercial France et pour les pays nordiques également. Et donc, j'appartiens à la division Sony Pro, effectivement, qui s'occupe de ces vidéoprojecteurs home cinéma. Ok, bon, tu as une casquette de commercial, mais on va te challenger un petit peu ici quand même sur la partie technique. Hein. Allez, ça va le faire. Bon. Antoine, donc il y a 2 ans, c'est un peu le cycle de renouvellement de ces produits d'exception. Alors on va le voir que la gamme, elle évolue. Vous nous avez présenté une série 5000, une série 7000. On va le dire tout de suite, la série 5000 va continuer d'exister. La série 7000 va gentiment être poussée vers la sortie par ces 2 produits. 2 produits en plus, qui rejoignent un petit peu la philosophie de la gamme TV, ne serait-ce que sur le naming. Alors, qu'est-ce qu'on a devant les yeux, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on regarde là, c'est quoi, je présente ici donc, le Bravia Projector 8 et le Bravia Projector 9. On a changé le naming, effectivement, parce qu'on a la grande nouveauté, c'est qu'on va partager donc, le processeur XR. C'est un nouveau traitement qui est déjà disponible dans les téléviseurs Bravia, les plus haut de gamme. Donc on a préféré effectivement renommer ça le Bravia Projector 8 et 9 pour que tout le monde aussi puisse s'en souvenir plus facilement. Et il y a un vrai lien, effectivement, on va en parler, sur le traitement d'image. Une simplification qui est bienvenue, comme on a pu le voir donc, sur les marchés de la télé avec 7, 8 et 9. On sait que les références un peu à rallonge existent toujours. Qu'en est-il pour ces vidéoprojecteurs? En fait, le Bravia Projector 8, c'est donc le marketing name, le VPL XW6100, c'est la référence produit, et le Bravia Projector 9, c'est le VPL XW8100 pour la référence produit. Avec le ES même. Avec le ES derrière, si on veut le rajouter. Alors, tu as commencé à l'aborder, ce point qui est quand même un point très important. Ils embarquent désormais une puce Bravia XR, qui était appelée Cognitive Processor sur la partie télé pour ses capacités à nous produire des images au plus proche de ce que l'œil humain est censé percevoir. Antoine, on a un peu l'impression que ces nouveautés, vous les portez 2-3 ans plus tard sur les vidéoprojecteurs. Pourquoi? Effectivement. En fait, les ingénieurs sur la partie télé, Bravia, ils ont passé 4 ans à développer donc, le processeur XR. Mais derrière, il faut aussi l'adapter à la capacité du projecteur. Donc ça, c'est très important. Donc ça a pris 2 ans pour l'adapter. Et tu sais qu'aujourd'hui, donc, on a des contenus HDR qui sont disponibles et qui sont très lumineux. On peut avoir des contenus qui vont jusqu'à 1000 nits, 4000 nits, voire 10 000 nits. Mais il y a des diffuseurs aujourd'hui, des télés ou des projecteurs qui n'ont pas cette capacité-là. Oui, effectivement que la luminosité dans un vidéoprojecteur est N fois inférieure en fonction des modèles. Et donc, c'est dans cette capacité d'adapter donc ce signal que ça demande du travail de l'interprétation justement de ces sources ultra haute définition, en l'occurrence HDR. Donc, je te laisse poursuivre sur le challenge qui a occupé du coup les ingénieurs. Donc, on a développé le processeur XR et on l'a optimisé pour la vidéoprojection. Donc, la première technologie qui est amenée grâce à ce processeur, c'est le XR Dynamic Tone Mapping, très important aujourd'hui. Donc comme on le disait, on a besoin d'avoir cette technologie pour vraiment adapter l'échelle de luminance des contenus HDR qui sont envoyés par la source à la capacité du projecteur. Donc si on fait le comparatif avec les téléviseurs, on a des téléviseurs OLED aujourd'hui qui sont autour de 1400 nits. Sur des pics de luminosité. Si on prend l'exemple d'un Bravia Projecteur 9, donc 3400 lumens sur une toile de 1.2 de 150 pouces, on sera aux alentours de 210 nits. Donc qu'est-ce qui se passe lorsqu'on envoie un contenu HDR sur un projecteur qui peut afficher que 210 nits, par exemple, alors que le contenu pourrait être de 1000, 4000 ou 10 000 nits? Eh bien, on va avoir un phénomène de clipping à l'image. On va perdre des informations, notamment autour du soleil. Plus vulgairement traduit, des zones cramées dans l'image. C'est-à-dire que le projecteur ne va pas être capable de gérer ce signal et de faire le nécessaire. Parce que s'il éteint, grosso modo, s'il abaisse le point le plus lumineux, le point le plus sombre va devenir complètement noir. Et donc cette plage dynamique, finalement, est grandement tronquée. Et c'est l'objectif donc de ce Dynamic Tone Mapping. Exactement. Donc on va venir analyser pixel par pixel et image par image de façon dynamique, donc les pics de luminosité. Donc ça, c'est le XR Dynamic Tone Mapping. On ne va pas se baser sur des métadonnées. Ça, c'est important parce qu'on
pense que dans les métadonnées, il y a des omissions, il y a des erreurs. Dès lors, le diffuseur, la télé ou le vidéoprojecteur ne va pas trop savoir comment gérer du coup ces pics ou ces erreurs. Donc ça, ce côté, effectivement, la traduction également, on est sur un vidéoprojecteur, enfin sur 2 vidéoprojecteurs qui vont prendre du HDR10, mais vous n'allez pas avoir la couche Dolby Vision ou des couches HDR10+, par exemple, comme on pourrait le supposer. Vous avez fait un choix qui est différent pour l'adoption. On se base sur les pixels par pixel. On pense que c'est plus judicieux d'analyser le pic lumineux dans les scènes claires et également dans les scènes sombres pour avoir un très bon équilibre dans l'image et une riche gradation. Ça, c'était la première des évolutions du processeur, donc ce Bravia XR, mais il y a 4 grands piliers. Quels sont les 3 autres? Donc les 3 autres, il y a le XR Deep Black. On va en fait pouvoir gérer plus finement le laser, la source lumineuse. On va pouvoir descendre jusqu'à 30%. Désormais, sur l'ancienne gamme, c'était 50%. Donc dès lors qu'on peut aller plus bas, effectivement, on va améliorer la profondeur des noirs, mon premier point. Et le XR Deep Black, en plus de ça, va aussi restaurer les informations dans les basses lumières. Donc on va avoir beaucoup plus de textures. Je pense que tu as dû voir du coup la projection sur pan. On avait effectivement beaucoup plus de textures, de couleurs dans les basses lumières. Et c'est un point très important. Sur une projection avec ces étoiles, où on voit bien qu'il y a quand même un travail qui est fait. On arrive à obtenir cette luminosité assez détaillée. Sur les étoiles, mais tout autour, pour autant, on va avoir un noir qui est très, très profond. Et ça, c'est dur pour des vidéoprojecteurs. Et c'est lié justement au dynamic tone mapping. D'autant qu'on était presque on était sur une salle initialement une salle de réunion avec une toile de projection, mais une toile de projection blanche, des murs blancs également, même si vous aviez fait la pénombre, enfin l'obscurité totale dans la salle, c'est que ça fait quand même partie des petites choses à noter. D'autres choses sur ce XR Deep Black où on passe à la suite? Le XR Deep Black qui permet aussi de consommer un peu moins d'énergie sur les vidéoprojecteurs, comme on va pouvoir gérer plus finement l'intensité du laser. Donc ça c'est bien, mais il y a une troisième fonctionnalité, c'est aussi le XR Triluminous Pro. Donc ça c'est par rapport à l'espace colorimétrique, la reproduction des couleurs. On va pouvoir donc reproduire 95% du DCI-P3 sans filtre et donc sans perte de luminosité. Ça c'est votre promesse en tout cas, qu'il faudrait ensuite vérifier par de la mesure si d'aventure je teste ce genre de solution, mais 95% du DCI-P3 et là encore pour un vidéoprojecteur c'est plutôt une bonne performance. C'est une bonne performance. Effectivement sur le marché on a des projecteurs qui utilisent peut-être des filtres pour augmenter ou essayer de couvrir du coup 100% du DCI-P3, mais ça sera toujours au détriment de la luminosité. Ensuite, on a un quatrième volet qui est apporté technologique, c'est le XR Clear Image, qui est une évolution de ce que vous proposiez déjà par le passé. C'est une évolution du Reality Creation, donc on va pouvoir maintenant effectivement avoir une analyse croisée des différents éléments de l'image, donc c'est le contraste, la luminosité, les couleurs, la fluidité, la netteté. Donc au lieu de le faire individuellement, il va le faire de manière simultanée pour avoir vraiment un réalisme à l'image qui est incroyable. Et en plus de ça, il est maintenant capable de cartographier la profondeur. Ok. Donc ça, pareil, c'est des choses qu'on rencontre sur le marché des téléviseurs, l'avant-plan, l'arrière-plan. On sait que c'est un sujet que de nous rendre ces avant-plans plus nets, parce que c'est là-dessus que va se poser l'œil. Je vous en parle régulièrement lors des présentations des télés. Et c'est vrai qu'on ne fait pas toujours on le perçoit pas toujours, parce que justement, on est peut-être face à quelque chose d'assez naturel. Encore une fois, dans la démonstration et cette projection qui a été faite sur le contenu de Lady Gaga, Star is Born, on voit bien qu'il se passe des choses. Moi, j'ai été très interpellé par ce piqué qu'on a sur le micro Shure, mais on est sur des matrices natives SXRD Ultra HD 4K, et donc du coup, on sait déjà qu'on est sur un traitement qui est quand même assez saisissant. Et tu l'as dit, le micro, on le voyait bien, il se détachait clairement, et on a aussi cette impression 3D du coup, le premier plan, le deuxième plan, le troisième plan. Et il y a aussi le point de convergence, tu en as parlé, c'est là où les yeux sont naturellement attirés dans la scène, et en fait le processeur est capable aussi d'améliorer ce point de convergence, et donc ça fait la différence. Alors c'est vrai que les démonstrations qu'on a pu voir ici sont quand même assez saisissantes. On a tendance à se dire, mais est-ce que un vidéoprojecteur, alors on est sur 2 produits, vous allez voir au niveau du tarif quand même c'est pas rien, hein. On est quand même sur des produits d'exception, on est sur de l'intégration, c'est pas n'importe qui va adopter ça, c'est pas pour n'importe où non plus, on choisit pas une toile n'importe comment quand on veut acheter ce genre de produit, voilà. Donc on va revenir sur un petit peu la modularité notamment que vous proposez aussi cette année dans le Keystone, etc. Est-ce qu'on peut avant cela se parler aussi des contenus SDR? J'avais commencé à aborder le point.
vous avez fait des choses là-dessus. Ouais, en fait, sur l'ancienne gamme, le XW 5000 et XW 7000, il était possible dans le menu du projecteur directement de corriger la courbe de gamma en SDR, et uniquement en SDR. Oui. Et maintenant, c'est une nouveauté aussi sur le Bravia Projecteur 8 et 9, on peut venir corriger cette courbe de gamma en HDR également. Donc ça rehausse un petit peu, enfin on va pouvoir intervenir, soit se dire effectivement, bah tiens, je voudrais rehausser un petit peu le ton, la courbe, le ton, voilà. Tu peux le faire directement. Ouais. Comme toujours, moi, alors, tu suis peut-être moins mes tests de télé, mais régulièrement je pointe le système d'exploitation, la surcouche Sony sur le marché des télés appliquée à Google TV chez Sony comme étant l'une des meilleures parce que extrêmement bien légendée. Bon, c'est un petit peu plus austère sur le marché des vidéoprojecteurs, c'est pas aussi graphiquement sexy, j'ai envie de dire, mais il y a énormément de choses. Vous avez d'ailleurs beaucoup de modes associés à tout ce qu'on s'est dit. Que ce soit sur la partie tone mapping, le XR Clarity Image, je crois que tout n'est pas activable, désactivable. Tout n'est pas activable. Effectivement, sur la partie DTM, Dynamic Tone Mapping, effectivement, il y a 3 nouveaux modes. Le mode 1, c'est pour les environnements lumineux, comme les pièces de vie. Le mode 2, ça va être plutôt pour les salles cinéma dédiées. Et le mode 3, c'est pour aussi les environnements obscurs, mais là où la luminosité n'est pas le plus important, on va privilégier plutôt la gradation aussi dans l'image. D'accord. Pour ce que tu disais, le XR Clear Image, c'est lié un petit peu au Reality Creation chez nous. Donc tu vas pouvoir jouer sur le filtrage bruit, sur la réduction du bruit dans l'image, sur également l'upscaling directement. Donc on a aussi dans le menu le Motion Flow qui permet de gérer la fluidité. Donc tu as un mode bas, moyen ou haut. Donc pour ajouter des images à l'image. En plus, tu me le disais, mais ça c'est le petit aparté, encore une fois, on s'est parlé de 95% de l'espace colorimétrique des CIP3, et toutes ces personnes qui se feraient dans de l'intégration pour des salles de cinéma privées pourront toujours recourir et accéder au calibrage très pointilleux d'un professionnel qui lui ira chercher dans les méandres des menus et sous-menus du projet. Exactement, ils sont excellents en sortie de carton, les projecteurs Sony, on est aussi connus pour ça. On a un preset, le Cinema Film 1 qu'on recommande, mais on peut effectivement aller plus loin et faire appel au service d'un calibreur professionnel. Bon, j'ai tendance ici à mentionner régulièrement Cédric Louis, qui parfois me partage quelques photos où tu as juste envie de lui dire, écoute, non, je t'ai plus la coupe, arrête avec ça. On a la partie processeur, mais qui évidemment, derrière, il y a un truc qui se passe, c'est un vidéoprojecteur laser. Alors, cette partie-là n'évolue pas, vous utilisez toujours votre source laser. Source laser, le Z-phosphore, effectivement, ça permet d'avoir une luminosité qui est constante aussi dans le temps. On n'a pas vraiment de maintenance, on n'a pas à changer la lampe. C'est 20 000 heures, On a 20 000 heures, effectivement. Ça permet également un allumage, extinction extrêmement rapide, presque comme une télé. Très peu de bruit aussi. C'est très silencieux. Très peu de chauffe, ça on a pu le percevoir. Quand même envie de te poser une question, triple laser, non. Non, pas de triple laser pour le moment. On reste sur le Z-phosphore pour le moment. Ça nous permet quand même d'avoir une image lumineuse, contrastée, et un 95% du DCI-P3 aussi qui est... On a l'impression quand même que, alors je ne sais pas si c'est propre à ces pionniers japonais, et très attachés par ailleurs à l'image, parce qu'on ne présente plus Sony dans le monde du cinéma, avec les caméras Venice, avec effectivement les moniteurs aussi, moniteurs de référence. Donc quand même l'impression que vous avez parfois du mal à sauter le pas et adopter des nouvelles choses. Quand vous avez une techno et quelque chose qui fonctionne bien, vous avez plutôt tendance à poursuivre. Bon, là en l'occurrence, le Bravia processeur visiblement, le XR permettrait, grâce au tone mapping, d'exploiter encore mieux cette luminosité. Et bien sûr, on va se parler des caractéristiques techniques de ces produits, avec un autre élément qui est repris, notamment des précédentes générations, mais qui est un élément extrêmement important, la partie optique, l'objectif de ces produits. Très important. On est effectivement sur la même optique que le XW 7000, donc on l'appelle l'optique ACF. Elle est de forme asphérique, non pas sphérique, pour effectivement avoir une zone noble de l'optique qui est plus importante. Une zone de netteté. Une zone de netteté plus importante. Effectivement, quand on joue sur le lens shift, on décale à droite ou à gauche. Si on sort de cette zone noble de l'optique, on va avoir un flou sur les bords. Sur les bords. Donc pour corriger ça, on a une forme asphérique. On a également le Digital Focus Optimizer, mais ça c'est lié au processeur qui va venir corriger dans les coins. Effectivement, c'est flou. Et donc on a également sur les optiques 4K Sony un seul point de focus à l'image grâce à la forme sphérique. Donc c'est très important pour avoir une netteté qui est fabuleuse. Donc une conception multiples pièces de verre
comme d'ailleurs vous le faites, comme les équipes notamment aussi de la photo ont l'habitude de travailler sur les cailloux, comme on les appelle plus dans le jargon. On a 13 éléments, 12 éléments en verre dans justement ces lentilles ACF et un verre composite qui nous permet d'avoir la forme sphérique. D'accord. Ces objectifs qui vont nous permettre de maintenir un piqué dans l'image, mais de la souplesse quand même au niveau de l'installation aussi. Effectivement, on a du coup un objectif qui est motorisé, donc ça ne change pas sur les deux. Sur les deux. Et en plus de ça c'est nouveau, on a la correction de trapèze qui vient s'ajouter. Donc on a de temps en temps effectivement chez des clients des difficultés, des contraintes dans l'installation. Et en fait le Keystone, la correction de trapèze va permettre vraiment de venir ajuster les 4 coins de l'image. Et tu peux directement jouer avec dans le menu du projecteur, sélectionner le coin que tu veux et donc venir ajuster l'image pour la faire rentrer aussi dans l'écran. C'est étonnant que ça arrive entre guillemets que maintenant sur ces produits. Alors, le lens shift avec les différentes valeurs que je vais réafficher avec la présentation que vous allez nous partager, mais sur l'horizontale, la verticale et le Keystone, c'est que maintenant. C'est que maintenant parce qu'en fait c'est un retour qu'on a eu avec les professionnels avec qui on travaille, nos intégrateurs, tu l'as dit, qui donc construisent des salles cinéma de A à Z. De temps en temps, effectivement, ils en ont besoin. Donc on l'a ajouté, on peut l'utiliser ou ne pas l'utiliser, mais en tout cas, le processeur XR va aussi pouvoir venir analyser l'image qui est entre guillemets déformée pour l'upscaler et ne pas avoir vraiment d'impact, pour minimiser l'impact sur la qualité d'image. Vous avez augmenté le crop de la zone. Le blanking, effectivement, on peut cropper l'image. Maintenant, on peut aller de 120 jusqu'à 150, donc justement pour faire rentrer l'image dans un écran de 240. Alors il y a en plus des mémoires de zoom, etc., si nécessaire, que chacun pourra configurer encore une fois. Notamment d'ailleurs, comme on l'a vu, quand on passe d'un contenu cinéma sur un format plutôt 21/9 avec un format 16/9 d'une console. Et justement, d'ailleurs, la 3D disparaît. Ouais, la 3D disparaît. Malheureusement. Mais on récupère d'autres choses avec du HDMI 2.1. Effectivement, on en parlait tout à l'heure de cet effet de 3D. On le retrouve quand même un petit peu grâce au processeur XR aussi. Dans l'image, on avait le micro sur... On n'est pas sur le relief. C'est sûr que ça, c'est terminé. Okay. Donc au profit quand même d'autres choses et la partie gaming qui semble prendre quand même un peu d'ampleur sur les produits. Moi personnellement, je joue chez moi au gaming, j'aime beaucoup. Et jouer sur 3 mètres de base sur un projecteur, c'est juste incroyable. Donc je suis très content qu'on ait l'HDMI 2.1 maintenant sur 2 connecteurs. Sur 2 connecteurs, Bravia projecteur 8 et 9 sur les deux. Ça va nous permettre de jouer en 4K 120 fps et en 12 millisecondes. Oui. Alors ça c'est le fameux input lag, donc le retard entre l'interface et ce que l'on peut avoir. 4K 120, 2 prises HDMI 48 gigabits par ailleurs, gigabits. Donc on n'est pas bridé sur ce niveau-là. De l'auto-low latency mode. La LLM, effectivement. En revanche, on n'a pas cette plage dynamique de cette fréquence de rafraîchissement variable, comme on dit, le fameux VRR. Qui pour le coup n'est pas sur ces vidéos projecteurs. On a eu une démonstration, j'ai un confrère qui a pu jouer à Gran Turismo. On n'était pas sur la meilleure des expériences circuit, donc encore une fois, j'aimerais aller un petit peu au-delà du test, mais ce qui est assez notable, c'est que le contenu reste quand même bien lumineux. On était en plus à ce moment-là sur le 8 et plus sur le 9. C'est lumineux et moi ça m'interpelle toujours plutôt pas mal. On doit avoir au moins peut-être 6 ou 7 mètres dans cette pièce de recul et on maintient une jolie sensation de piqué sur les noms des coureurs, etc., sur les compteurs. On n'est vraiment pas sur un truc où on se dit ok, j'ai une image en très grand, mais en fait c'est pas génial. Et on voit bien qu'on est en UHD 120. On a vraiment la réactivité entre la manette et ce qui se passe à l'écran. C'est ça le plus important. Antoine, je pense qu'on a abordé l'essentiel des évolutions, qui portent surtout sur les contenus cinéma, mais une appétence gaming. Maintenant, les deux, là, je les ai devant moi. J'ai le 8, j'ai le 9. Je suis incapable de dire lequel est le 8, lequel est le 9. Et puis surtout, si tu me mets un 7000 à côté... Alors là, c'est le même châssis. C'est le même châssis. Donc, le 7000. Voilà. Donc le même châssis que le 7000. De nouvelles références. Et ça donne quoi du côté des caractéristiques techniques? Alors sur les différences, on va effectivement avoir donc 3400 lumens sur le Bravia projecteur 9 et 2700 lumens sur le Bravia projecteur 8. Donc on a un écart effectivement de luminosité. Et après on a une nouvelle fonction aussi qui est disponible uniquement sur le Bravia projecteur 9, qui est effectivement le Live Color Enhancer et qui permet effectivement de booster les couleurs à l'image.
Sinon, la connectique, c'est la même, les dimensions sont les mêmes. Ouais. Je les réaffiche parce que c'est pas simple de les retenir comme ça, à moins que tu les aies, mais je pense que je vais te poser une Non, colle. on est sur 14 kg. Ce que je peux te dire, c'est qu'on est sur 14 kg sur les 2 vidéoprojecteurs. Ce sont les principales différences, sachant qu'effectivement, luminosité supérieure pour le Bravia 9, plus on va l'éloigner et plus la luminosité aussi réceptionnée du coup entre guillemets sur la toile sera plus élevée. Ouais, exactement. On aura quand même un contraste qui est supérieur sur le Bravia Projecteur 9 par rapport au Bravia Projecteur 8. C'est aussi une différence entre les deux. Alors Antoine, il y a un truc qui peut interpeller un peu ceux qui nous regardent, c'est que le 7000 va sortir de la gamme, donc pour être remplacé par le Bravia 8, 6100 ES. Et les gens peuvent finalement se dire, alors attends, parce qu'on me fait sortir un produit qui était plus lumineux sur le papier, en tout cas, c'est ce qu'annonce la fiche tech. Et puis on va se parler des tarifs. Comment vous l'expliquez ? C'est une très bonne question. Effectivement, sur le papier, on peut se dire on passe de 3200 lumens à 2700 lumens. Ouais. Et en fait, on a parlé effectivement du processeur XR et du dynamic tone mapping. Et il va pouvoir donc analyser, tu sais, les pics lumineux, pixel par pixel et image par image. Et ça fait vraiment la différence. On a également vu lors de la démonstration le mode off, c'était typiquement la gestion sur un 7000. Ouais. Et dès lors que tu passes en mode 3 ou 2, tu as la gestion dynamique HDR qui s'enclenche. Et on voit effectivement qu'on a quand même de la pêche, et je dirais qu'on a le même sentiment de luminosité entre un Bravia Projecteur 8 et un 7000. Donc toi tu me garantis, parce que je ne l'ai pas là on ne les a pas eu pour le comparer, mais me garantis que finalement un 6100 ou un Bravia 8 avec ce Dynamic Tone Mapping Off revient à avoir peu ou prou l'image d'un set qui lui va gérer de manière plutôt statique ses contenus HDR. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, ton ressenti ? Écoute, moi mon ressenti, il est le même, je pense, que celui de beaucoup de confrères. Certains regrettaient notamment l'arrêt, le fait de ne plus avoir de 3D, par exemple. Oui. Moi, c'est sûr qu'on a tous, je pense, trouvé ça très bon. Pour cause, l'image était assez saisissante. On était par ailleurs pas dans les conditions idéales, mais en même temps, on est un peu à la hauteur où on est face à des produits d'exception, comme on l'a dit. Alors peut-être que certains vont dire que c'est trop cher, d'autres diront que c'est bien positionné, etc. On sait que Sony est aussi une marque qui se veut premium, et voilà, c'est assumé sur tous les segments de produits, je pense. C'est des projets assez saisissants. En fait, je ne te cache pas que j'ai été assez impressionné quand même par ce piqué et par cette zone de netteté que l'on peut avoir. Et même si on a tendance à se dire, ok, j'ai 210 nits, on se dit mais c'est vraiment que dalle. C'est vrai. Franchement, on se dit c'est rien comparé à une télé, mais on était sur 3,50 m de base quand même. Et encore une fois, il faudrait multiplier les tests et les contenus, mais on arrive à avoir un petit peu d'informations quand même dans les zones sombres. Et c'était assez amusant parce que j'ai essayé de filmer certaines d'entre elles et ma caméra parvenait pas à les capter, alors évidemment, que mon œil humain, lui, arrivait à les voir. Ouais. On va se parler des tarifs. Bravia Projecteur 8 sera commercialisé à 15 999 € TTC et le Bravia Projecteur 9 à 25 999 € TTC aussi. Donc une montée significative quand même au niveau du tarif. Effectivement, en fait, on l'a expliqué, le XR processeur permet le Dynamic Tone Mapping et d'autres technologies. Il faut savoir qu'il y a des processeurs externes aujourd'hui, ça existe sur le marché. Bien sûr. Ça vaut 10 000, 15 000, 20 000 €. Nous, notre philosophie, effectivement, c'est de faire pixel par pixel, aussi image par image. Donc, on a la même philosophie que certains processeurs externes. Oui. Donc, finalement, quand on regarde ce qu'on peut avoir à l'intérieur avec le processeur XR intégré dedans, on est aussi gagnant dans l'histoire. Donc, toi, tu me dis, je prends ça, je mets ma platine Blu-ray, j'oublie les processeurs externes, MatVR, ce genre de choses, et puis roule, quoi. La logique est la même, en tout cas. Très rapidement, il y a eu des rumeurs de 8K, enfin des choses. Sony a dit, on sait faire de la 8K. L'année prochaine ? Effectivement, mais c'est dans la partie semi-conducteur. Ils ont développé effectivement une puce 8K, et pour le moment, il n'y a pas de plan pour l'intégrer dans les vidéoprojecteurs. Bon, de toute façon, vous avez un modèle d'ailleurs encore plus performant, de référence pris, histoire de délirer un peu. On a le VPL GTZ 380, qu'on appelle aussi le Raptor. Il est donc à 88 000 € TTC avec l'optique. On est 10 000 lumens. Donc on peut faire à 5 mètres de base, 6 mètres de base par exemple. On a 100% du DCI-P3, de ciné. Mais privé aussi. Privé, mais très grande pour le coup. Les deux vidéoprojecteurs sont disponibles en noir et en blanc. La disponibilité, on a parlé des prix, prévu pour quand ? Alors prévu pour novembre. Okay, les deux modèles en même temps. Ouais, c'est ça, dans 2 mois.
Ok. Le 5 reste, le 7 s'arrête. Si les gens veulent continuer de se le procurer, vous estimez que ça sera... Il reste quelques pièces, il y en aura encore normalement sur septembre-octobre. Ok. Je pense qu'il n'y en aura plus d'ici novembre, d'ici l'arrivée des vidéoprojecteurs, Bravia Projector 8 et 9, et donc disponible en noir et en blanc. Ok. Bon, en tout cas, si j'en crois, encore une fois, le camarade Cédric Louis, il existe une clientèle pour ces solutions de passionnés. Oui. Ça, c'est clair. Hein. Sur la chaîne, j'ai quelques personnes qui viennent du monde de la vidéoprojection, qui attendent que ces produits-là se démocratisent aussi peut-être un peu plus. Bon, ça sera visiblement peut-être pas tout de suite que ce sera accessible chez Sony, mais on l'a dit, on est là sur du produit premium qui, en plus, cette année, débarque avec cette nouvelle puce. Qui peut faire du gaming et du gaming qui, en plus, avait quand même une jolie impression de fluidité. On a toujours le VPL XW5000 aussi, comme tu l'as dit, qui reste dans la gamme à 5 000 €. C'est un très bon rapport qualité-prix. Et qui, lui, de toute façon, peut aussi faire de la très très grande taille, puisque il y a 2 ans, on avait déjà eu une belle présentation bien sûr, sur ce produit. Il a 2000 lumens, il peut aller jusqu'à 3 mètres de base, il est excellent aussi. Télécommande que j'ai là pour terminer, hein, qui est rétro-éclairée, qui est bien grande pour le coup, donc là-dessus c'est assez intéressant. Et puis c'est vrai que j'avais déjà posé la question il y a 2 ans, hein, c'est à quand finalement, aujourd'hui on a une puce Bravia XR, pourquoi ne pourrait-on pas avoir une partie Smart TV dans ces télés. Voilà, on passe toujours par une source externe, on sait qu'il faut de toute façon lui ajouter de l'audio. C'est vrai. Mais voilà. Ça reste un diffuseur pour le moment, le vidéoprojecteur. On doit passer par un ampli, effectivement. Alors qui est connectable, mais à des équipements autres domotiques, quoi, à la toile, ce genre de choses. Ok, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Antoine pour toutes ces infos. Les principales caractéristiques à retenir, c'est la nouvelle puce, toujours matrice SXRD Ultra HD native, et puis toujours ces blocs optiques ACF également qui contribuent naturellement à cette qualité d'image. Laser, HDMI 2.1 et correction de trapèze également. Ok, les grandes nouveautés. Merci beaucoup encore. Merci David. Si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas, vous savez quoi faire, c'est dans l'espace commentaire également que ça se passe, vous pouvez vous exprimer. Est-ce que ce type de produit vous fait de l'œil, vous fait rêver, vous êtes déjà équipé? N'hésitez pas, dites-moi tout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ciao.